Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, votre émission accueille un autre auteur qui n'est pas à son premier ouvrage. Il s'appelle Moussa Seydou Diallo. Moussa Seydou, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir et merci Moussa Top pour cette invitation. Un journaliste qui écrit ces choses banales. Bon, écoutez, je pense que je ne dirais pas que c'est banal, puisque écrire, je dis souvent que ce n'est pas donné à n'importe qui. En effet. Voilà, donc il faut vraiment de la volonté, il faut de la patience, il faut de la créativité. Mais pour qui connaît également le milieu de la presse, moi je suis dans la presse écrite, exact. Donc je le fais quotidiennement, c'est dans mon quotidien. En effet, il a publié cet ouvrage que vous voyez à l'écran, Tranche de vie de Moussa Seydou Diallo. Il nous parle de la vie de façon générale avec une forme arc-en-ciel. Pourquoi ce choix? Bon, écoutez, c'est sur la couverture, tel que vous l'avez dit. Déjà, vous avez un homme. En effet. Un homme, un visage, j'allais dire. Et au niveau de la tête, au-dessus de la tête, vous avez plusieurs couleurs. Je ne dirais pas que c'est des couleurs arc-en-ciel. Ça n'est pas du tout cela. Mais avec beaucoup de couleurs qui montrent un tout petit peu ce qui traverse l'esprit de cet homme-là. Donc les soucis, les enjeux, l'envie d'aller de l'avant, mais également les soucis, les problèmes, les obstacles. Donc c'est un tout petit peu ce qui explique cet homme que vous avez avec donc des images défilantes au niveau donc de son esprit. La forme explique en quelque sorte donc le fond. Maintenant, parlons du fond de cet ouvrage. Tranche de vie avec tranche S. Plusieurs tranches d'une vie ou de plusieurs vies, ça dépend de votre réponse. Pourquoi vouloir écrire sur les difficultés, les soucis, les relations interhumaines de la vie? Il faut le faire. Moi, je pense que chacun de nous est un livre. Par conséquent, est une histoire. Et pour marquer son époque, à mon sens, il faut être utile pour les autres. Et tranche de vie, pour parler un tout petit peu des expériences que j'ai vécues personnellement, mais également dont j'ai été témoin ou qui m'ont été rapportées. Et c'est vrai, vous l'avez dit, je suis journaliste et nous, notre rôle dans notre métier au quotidien, c'est d'informer les gens, c'est de les sensibiliser, mais c'est également de les éduquer. Exact. Donc à travers ces tranches de vie qui sont au nombre de 5, j'essaie d'éduquer mes lecteurs, en tout cas d'apporter une contribution par rapport à des problématiques de société pour alerter, interpeller, mais aussi conscientiser. Et c'est des histoires basées sur des faits réels. Vous êtes parti sur des faits réels, comme vous l'avez dit, d'une part sur vos expériences personnelles et d'autre part sur des choses que vous avez vécues ou bien assistées. On peut dire qu'écrire, c'est s'exposer. Vous vous êtes exposé? Je ne dirais pas que je suis exposé pour autant à ce point-là, mais c'est également écrire, c'est se consumer, c'est se dévoiler. Exactement. Voilà, c'est montrer une autre image de soi. Mais il faut qu'on assume, et moi j'assume mes écrits. Pourquoi vous avez opté pour un recueil de nouvelles dans ce nouveau livre? Recueil de nouvelles puisque j'adresse beaucoup de choses à la fois. J'aurais pu, au début j'aurais pu faire une seule nouvelle, mais c'était pas, à un certain moment donné, je me suis dit que c'était pas aussi enrichissant. Il fallait varier pour permettre aux lecteurs de voyager avec moi, d'essayer de me saisir au fur et à mesure que j'avançais dans les narrations de ces différentes nouvelles-là. Ensuite, il fallait que je les circonscrive, puisque chaque nouvelle est différente. Et vu que je suis dans une zone pour la première nouvelle, j'ai voulu faire un tout petit peu, marquer, si vous voulez, une différence entre la façon de faire actuelle, c'est-à-dire la nouvelle. Voilà, j'allais y revenir parce que nous avons vu que vous avez débuté par une correspondance. Tout à fait. Pourquoi vous avez voulu marquer le pas
à travers cet ouvrage, par cette correspondance? Par cette correspondance, puisque je vous le révèle, le premier jet de cet ouvrage-là allait porter exclusivement sur Courriel de retour. Puisque dans le Courriel, vous allez voir que c'est la nouvelle la plus longue, mais qui a des sous-titres. Exact. Voilà, qui a des sous-titres. Et si vous êtes habitué donc au journal ou à la presse écrite, vous verrez souvent quand on fait un reportage, vous avez donc le titre, mais à l'intérieur de l'article, vous avez des sous-titres. Des intertitres. Voilà, des intertitres. Voyez un peu. Donc, j'ai voulu le faire puisque je l'ai dessiné en réalité. C'est un synopsis que j'ai fait sous forme de film et au format épistolaire. Et pour raconter une histoire, c'est l'histoire d'une ethnie qui n'est pas très connue au Sénégal. Voilà, parce que je vais venir sur ça, pour parler en tout cas de cette histoire à une amie qui se trouve ailleurs. Exact. Mais je le fais dans un village imaginaire pour quand même montrer donc l'authenticité également et la beauté de la créativité humaine. La beauté de la créativité humaine, je rappelle que Tranche de vie propose plusieurs fictions à caractère polysémique, d'après le préfacier Amadou Eliman Khan. La première nouvelle, notamment, qui fonctionne comme un récit en abîme sous forme épistolaire, le fil narratif est à la fois le récit d'une expérience que le narrateur confie à son ami Marie, mais il est également une critique virulente des rapports humains dans une société contemporaine en perte de valeur. Pourquoi porter votre plume sur la cicatrice qui saigne encore, sur les pertes de valeurs humaines, pourtant encore des critiques? Il faut le faire. Il faut le faire, d'autant plus que nous sommes dans un monde, comme il l'a dit, caractérisé par une perte de valeur. Il faut donc oser indexer du doigt là où ça fait mal. En effet. Et pour le faire, il faut de l'audace. Il faut l'assumer. Et j'ai voulu l'assumer à travers des choses concrètes. Nous baignons dans un monde où il n'y a plus de confiance entre les gens. Nous baignons dans un monde où les gens se mangent entre eux. Nous baignons dans un monde où chacun veut montrer que c'est lui. Nous baignons dans un monde où les gens paraissent plus qu'ils ne sont. Et à un certain moment donné, il faut savoir dire stop pour permettre à ceux qui viennent d'avoir les bons repères. Puisque j'ai l'impression que le bateau est en train de tanguer et il faudrait à un certain moment donné qu'un capitaine s'en saisisse pour mener à bon port la barque. Sinon, ceux qui viendront derrière, ils vont se perdre et ils n'auront pas de bons repères. Donc c'est pourquoi j'ai voulu adresser ces questions-là pour dire aux humains que nous sommes des êtres doués d'intelligence. Et il faudrait qu'on utilise cette intelligence-là en bon escient. Et cela commence, comme je dis, à être le changement que nous souhaitons voir chez l'autre. Donc une introspection sur soi. Un appel à l'introspection, à l'interrogation personnelle, c'est ce qu'appelle votre ouvrage à travers plusieurs nouvelles. Vous réclamez, certes, auteur, mais parfois, le rôle de l'écrivain peut être également peut-être multifonctionnel. Nous voyons que dans la forme, vous y avez mis de la beauté, donc de la fonction esthétique, mais dans le fond, nous y voyons l'autre fonction, la fonction éthique. Pourquoi vous avez voulu balloter entre ces deux fonctions? Il faut que je ballotte, puisque ma fonction première, c'est que je suis un éducateur à la base. Donc fonction didactique. Fonction une didactique. autre fonction de la littérature. Une autre fonction de la littérature. Donc éduquer. Donc il faut éduquer, mettre l'esthétique pour habiller un peu, mais dans une éthique. Pour permettre à tout un chacun de s'y retrouver. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir naviguer tranquillement, paisiblement, sans heurts. Il fallait le faire. Il fallait le faire, mais il fallait, comme je l'ai dit, trouver le créneau. Vous savez, quand l'enseignant que je suis, je débute à faire une leçon, je me fixe ce qu'on appelle des objectifs. Il y a l'objectif d'apprentissage, mais il y a également un objectif spécifique dans lequel je pourrais dire, par exemple, au terme de cette leçon-là, l'élève devrait être capable de pouvoir faire ça, donc d'acquérir ça. L'objectif dans ce livre, c'est qu'au terme, toutes les personnes qui auront l'occasion, en tout cas, de lire cet ouvrage-là,
au terme de cette lecture-là, ils devraient être à mesure de se remettre à cause, de s'interroger sur eux-mêmes, sur ce qui est palpable et sur ce qui n'est pas palpable, mais surtout sur leur importance et sur le rôle à jouer pendant en tout cas donc le court séjour sur Terre. Nous sommes dans une société en déperdition totale. Vous l'avez dit, vous êtes éducateur, mais votre approche rappelle en réalité un profil que vous incarnez, que vous ne vous réclamez certes pas de ce profil depuis le début de cet ouvrage, mais vous êtes titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique. Tout à fait. D'où votre approche, votre démarche, votre méthodologie. Tout à fait. Pourquoi vous avez voulu également adopter cette approche pour vous rappeler que vous êtes avant tout un éducateur, ou bien parce que tout simplement vous êtes écrivain et que votre approche doit être originale? Oui, bon, je ne dirais pas original, hein, parce que vous savez, en réalité, tout ce qu'on dit n'est que répétition, parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà dit. Mais il faut l'adapter en fonction du temps, il faut l'adapter en fonction de son époque. En effet. Et pour toucher donc les gens les plus, en tout cas qui sont en phase ou qui sont dans cette période-là. Moi, en tant qu'éducateur, mon rôle, comme je l'ai dit, donc c'est d'éduquer, c'est d'éveiller les consciences, c'est de divertir également par moment. Donc si c'est doublé de ma fonction également de journaliste, mais c'est d'informer également. D'informer pour attirer l'attention de mes lecteurs sur des faits, des problèmes de société, afin qu'ils puissent prendre une conscience. Et c'est seulement avec cette prise de conscience-là qu'on peut déboucher à un changement de paradigme, mais également à un changement de comportement pour adresser ces questions-là. Et ces questions-là nécessitent un traitement à la base, un traitement de choc à la base. Donc, c'est un peu mon apport par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été déjà dit. Mais c'est aussi une façon de m'affirmer, d'affirmer mon style, d'affirmer ma personnalité, mais également de partager ma perception. Vous avez pris position parce que vous avez eu à dénoncer en réalité. Vous êtes engagé parce que, en quelque sorte, dans votre ouvrage, lorsque l'on lit, comme si vous dites que nos sociétés d'aujourd'hui sont le témoin de la bêtise humaine. Et vous avez dénoncé des méfaits sociaux tels que orgueil, ambition, corruption, népotisme, mensonge, trahison. Au final, la bêtise humaine ne l'emportera-t-elle pas sur le caractère moralisateur de l'espèce humaine? Mais on le vit. La société, elle est malade. Il faut le dire, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui le dise. La société, elle est malade. Les gens, je ne sais pas, ils sont piqués par quelle mouche, mais j'ai l'impression que par moment que certains sont dépourvus de toute morale. Et que quand l'être humain cesse de réfléchir, de faire jouir cette intelligence, cette capacité qu'il a, il raisonne comme une bête. Penser fait la grandeur de l'homme. Mais c'est ça. Effectivement, penser fait la grandeur de l'homme. Mais autre chose que je voudrais rappeler, c'est qu'il ne faudrait pas, comme dit Jacques Attali, il ne faudrait pas se mettre dans une posture de résigné réclamant pour attendre l'autre. Il faut agir. Il faut agir, mais tant qu'on attendra l'autre, ou tant qu'on fera ce que l'autre fait, ou tant qu'on pensera que ce que l'autre fait ou ce qu'il dit de nous, que c'est ça, on n'avancera pas. Il faudrait que chacun joue sa partition. Il faudrait que chacun sache qu'il doit apporter sa pierre à l'édifice pour construire non seulement le Sénégal, mais pour construire l'Afrique, le monde. Ces questions, népotisme, orgueil, c'est ce que nous vivons même au sein de nos États. Parce que, effectivement, l'État ne peut plus, est incapable. Il faudrait donc qu'on, par le biais de l'éducation, qu'on puisse traiter. Parce que sinon, comme je l'ai dit, ceux qui viennent vont s'inspirer de ces faits-là, pensant que c'est de bonnes choses ou c'est de bonnes pratiques, alors que ce n'est pas cela. C'est entre parenthèses qu'il faut de faire la promotion de contre-valeurs au détriment des valeurs que nous avons. Eu égard à ce qui se passe dans nos sociétés, à votre constat, aux réalités que vous avez vécues, êtes-vous déçu par votre société? Bon, écoutez, hein, comme on dit, la société n'est que le reflet de la famille.
Donc, déçu juste par rapport un peu à certains parents qui se désengagent au niveau familial, sur l'éducation des enfants, parce que tout passe Dans ces familles, n'y a-t-il pas d'ailleurs une tragédie aujourd'hui? Mais c'est ce que j'ai dit dans le bouquin, ça se dit, parce que vous savez, quand le papa démissionne ou la maman démissionne, l'enfant est laissé à lui-même. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la maison, elle éduque, l'école instruit, mais la vie forme. La famille est la première des sociétés. C'est la première des sociétés. Jean-Jacques Rousseau. Mais c'est ça le truc. Donc, mais c'est même Rousseau également qui dit apprenez à connaître vos enfants. Car assurément, vous ne les connaissez point. Donc, il faudrait qu'on les mette dans les conditions de pouvoir s'épanouir et de pouvoir se développer. Sinon, on les laisse errer et ils deviennent aujourd'hui les problèmes que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est d'abord à la base. Il faudrait que les parents là assurent ça, l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'échec des parents face à l'éducation de leurs enfants? La conjoncture, elle est mondiale, mais également la perte parce que les parents sont stressés. Les parents sont dépassés. Nous sommes dans un monde matérialiste. Nous sommes dans un monde matérialiste. Les gens vont vous dire que c'est de la mondialisation, mais oui, mais mondialisation pour mondialisation, je pense qu'il faut vivre en fonction de ses moyens. Le capitalisme s'occupe-t-il de l'éthique, de ses valeurs? Non, c'est le profit, le capitalisme. Donc chacun cherche à faire du profit, chacun cherche à exister. Jusqu'à oublier ce qui se passe chez soi. Jusqu'à oublier ce qui se passe chez soi. Parce qu'il y a des questions existentielles qui nous guident. Il y a une jouissance mondaine qui nous guide. Et qui fait que... L'esprit du lucre. Mais c'est ça en fait. Vous le résumez bien. Alors, nous allons continuer notre échange, notre si excellent échange de ce matin. Merci. Vous avez écrit ces tranches de vie, recueil de nouvelles. Vous avez d'une part dénoncé, mais on sent en filigrane une autre dénonciation qui s'attaque même aux autorités dans votre ouvrage. Même si vous l'avez fait avec une certaine subtilité. C'est vrai. Alors, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Bon, vous avez raison. Hein. Je m'attaque quand même d'une certaine mesure à nos autorités. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis issu d'une région qu'on appelle aujourd'hui la région de Kédougou, qui est par excellence la région minière du Sénégal. Exact. Et qui est paradoxalement pauvre. Or, l'indice de pauvreté à Kédougou se situe à 71%. Les gens vivent dans la précarité. Les gens ont soif, les gens ont faim. Pourtant, aucune autorité ne s'en émeut. On affecte des gens qui, pour la plupart du temps, au lieu de s'occuper des problèmes, transfèrent des questions extra-administration dans l'administration pour en faire des règlements de compte. Mais on ne peut pas atteindre des résultats dans ce cas-là. On est dans une situation où il n'y a aucune population, il n'y a aucune autorité qui parle face aux injustices de ces populations-là qui sont laissées à elles-mêmes. Pour ne pas dire que l'État est carrément absent dans cette zone-là. Il faudrait bien que quelqu'un parle. En effet. Il n'y a pas de leader de cette région qui aujourd'hui a ce charisme, qui aujourd'hui a cette autorité de pouvoir parler dignement, de porter la voix. On peut s'attendre à ce qu'un jour, ou bien pourquoi pas, que vous portiez ce combat que vous avez commencé à porter. Que j'ai déjà commencé à porter par le biais de la culture. Je ne peux pas comprendre qu'une région extrêmement riche telle que Kédougou soit rangée dans les oubliettes. On ne parle même pas de Kédougou, c'est quand même aberrant. Nous allons finir sur une note passionnante. Vous avez parlé, vous avez dénoncé, mais également, on dirait que vous avez rappelé le caractère sentimental de l'homme. Oui. L'amour, la vie conjugale. Vous l'avez abordé dans cet ouvrage-là. C'était une méthodologie pédagogique. C'est le pédagogue qui explique en quelque sorte qu'au final, l'être humain est un homme de sentiments, de passion et d'éthique. Mais oui, en définitif. Mais l'amour, c'est la vie. Moi, comme je l'ai dit, je suis un rêveur qui se réalise dans ses rêves. Et je suis
suis sensible à tout ce qui touche à la vie, à tout ce qui est amour. C'est vrai. J'ai parlé d'amour dans une histoire, puisqu'on le vit en société. C'est l'histoire d'une jeune avocate. En effet. Voilà, très douée, qui a, voilà quoi, mais qui, au finish, est laissée emporter gagner en tout cas par ses nombreux procès au détriment de son époux. Finalement, qu'elle a même fini par taxer donc d'infidèle, alors que c'est elle qui ne faisait pas correctement son rôle. Juste pour dire que oui, on parle d'émancipation. Émancipation pour émancipation. On est d'accord, on n'est pas contre. Mais il faudrait bien également que ces femmes-là puissent concilier les deux. Travailler, oui, mais ne laissez pas en reste votre couple. Il faut essayer de trouver le juste milieu. C'est Moussa Seydou Diallo dans Tranche de vie. Plusieurs thèmes sont abordés dans cet ouvrage. Des valeurs sociétales, des contre-valeurs, du respect, des valeurs humaines, mais surtout de l'éducation. Je rappelle juste que Moussa Seydou Diallo est titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique et d'une licence en journalisme et communication. Il nourrit une passion sans commune mesure pour l'écriture et la lecture, ambitieux et créatif. Papis, comme l'appellent affectueusement ses amis proches, s'investit beaucoup dans le développement local et l'engagement citoyen. Il est président fondateur de Food for Children et secrétaire général de l'Association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal. Ma dernière question, Food for Children, les enfants qui ont faim? Des enfants, une association pour traiter la question de l'alimentation scolaire à travers l'installation donc de jardins potagers dans la zone de Kédougou, puisque c'est une zone où à un certain moment donné les enfants décrochaient de façon précocement pour aller travailler dans les sites de repas traditionnels, et que le PAM se retirait dans un contexte où les gens avaient besoin donc de la présence du programme alimentaire mondial sur le territoire. Il fallait bien qu'on puisse trouver des solutions endogènes, mais qui pourraient également être supportées par les parents. Donc notre trouvaille, nous en tant que jeunes, c'était de créer cette association-là et de mettre en place des jardins scolaires au niveau des écoles pour permettre non seulement aux enseignants de pouvoir faire des leçons extramuros, mais également de pouvoir permettre aux enfants de trouver de la nourriture et aux parents d'avoir de l'argent en produisant donc des spéculations. Donc, si à Dakar donc nous avons le lait à l'école, à Kédougou nous avons des jardins à l'école produits par des élèves. Ben voilà. Moussa Seydou, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'était votre émission 4e de couverture avec Moussa Seydou Diallo, l'auteur de l'ouvrage Tranche de vie, un recueil de nouvelles. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.